Bonjour, bienvenue dans Questions d'éthique. Nous nous retrouvons pour ce dernier chapitre sur le sujet âgé. Nous allons parler des établissements de soins et de la qualité de vie du sujet âgé. Et pour aborder toutes ces questions, j'ai invité aujourd'hui Alain Mukieli, qui est médecin de santé publique, directeur du secteur santé publique de la Mutualité française des Alpes-Maritimes. À côté d'Alain Mukieli, Valérie Serraz, médecin de santé publique également, gériatre, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer. Et vous êtes également le médecin coordinateur d'un EHPAD, qui est le nouveau nom des maisons de retraite. C'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pierre Lecause, à côté de moi, philosophe, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique et vous avez récemment publié Le médecin et la mort chez Vuibert, que je vous invite à lire. Nous avons en face de vous Michel Poncet. Michel Poncet est neuropsychiatre, praticien hospitalier, professeur de neurologie et de neuropsychologie à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et vous êtes aussi directeur du CMRR PACA, qui est le Centre de mémoire, de ressources et de recherche de la science publique des hôpitaux de Marseille, de la PHM. À côté de vous, au bout de la table, nous avons Bernard Laborel. Bernard Laborel est ancien directeur de maison de retraite. Il est conseil en ingénierie de projets gérontologiques et en ce moment chargé de mission auprès du Conseil général des Hautes-Alpes pour la mise en place de la maison départementale des personnes handicapées. Merci à tous d'être présents autour de cette table. Et nous démarrons tout de suite avec les problématiques des établissements de soins et de la qualité de vie du sujet âgé dans cet épisode de Questions d'éthique. Alors en quoi consiste, pour commencer, l'évaluation gériatrique et où se pratique-t-elle? Peut-être Valérie Serraz peut nous dire un mot là-dessus. Alors l'évaluation gériatrique, alors j'ai envie de dire évaluation gérontologique. Gérontologique, oui, tout à fait. On revient peut-être sur cette subtilité entre gériatrique et gérontologique, de manière à ce que ce soit bien clair dans l'esprit de nos téléspectateurs. Tout à fait. Donc en fait, gériatrique, parce qu'on va être dans un domaine très médico-médical, alors que gérontologique, on prend en compte, et c'est là le but de l'évaluation, on prend en compte un sujet âgé dans toutes ses dimensions. Donc un regard global sur la personne âgée. Tout à fait. Donc ça veut dire, bien entendu, on ne peut pas faire autrement les antécédents médicaux et les problèmes médicaux que peuvent avoir les personnes au jour de l'évaluation, mais aussi toute la dimension psychologique, toute l'évaluation cognitive, tout ce qui est fonctionnel, social, c'est aussi ses goûts, ses désirs, ses envies, sa famille. On essaye vraiment de photographier un individu. Pourquoi faire? Pour mettre en fait un petit peu, pour souligner et pour mettre le doigt sur les incapacités, bien entendu, les incapacités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour éventuellement limiter ces incapacités. Et puis aussi, moi je crois que c'est vachement important, pour rester sur quelque chose de positif, on met l'accent sur les capacités du sujet pour construire un plan de soins, un plan de vie en fait, quand on est en institution par exemple. Il ne faut pas s'apitoyer sur ce que les gens ne peuvent plus faire, mais bien prendre en considération tout ce qui peut encore être fait par un sujet âgé, même malade. Voilà, donc le but de l'évaluation, c'est ça. Et ça se pratique où, ça? Ça se pratique dans des centres spécialisés, à l'hôpital? Alors, on va dire où ça doit se pratiquer, bien entendu, dans tous les établissements qui accueillent des personnes âgées, donc les maisons de retraite qu'on appelle maintenant EHPAD, l'hôpital, à la consultation gérontologique, et aussi dans les centres mutualistes où on propose aux gens, à partir d'un certain âge, des bilans de santé et des évaluations gérontologiques, je pense. D'accord, donc en fait, avec ces évaluations, on peut arriver à calibrer en quelque sorte la prise en charge du sujet âgé et lui assurer la meilleure qualité de vie possible où qu'il soit, en quelque sorte. C'est ça l'objectif. Avec sa participation. Avec sa participation. La famille, qu'est-ce qu'elle devient là-dedans? Est-ce qu'elle est prise en compte dans ce bilan, dans cette évaluation gérontologique, puisque finalement elle a un rôle à jouer aussi? Tout à fait, elle peut être prise en compte. On interroge les familles, effectivement, quand les personnes ne peuvent pas s'exprimer, après tout... Je veux dire, c'est vrai que c'est important la famille, mais un sujet, il y a quand même un sujet de 75 ans qui vient consulter pour faire un bilan de santé au sens très global toujours. Il n'a pas besoin de sa famille pour nous raconter, surtout s'il a toutes ses capacités cognitives. En revanche, quand on est avec un individu qui est fragile sur le plan cognitif, il est vrai qu'on a besoin du témoignage de la famille. Alain Mukieli, vous voulez rajouter un Oui, mot? aussi l'évaluation gérontologique se fait aussi au domicile du patient. On parlait tout à l'heure dans une autre émission des réseaux de santé. Et là aussi, avec l'aide des comités locaux d'information et de coordination, qui sont ce qu'on appelle les CLIC,
souvent portés par des CCAS de communes. CCAS, les comités communaux d'action sociale, permettent, ont des assistances sociales qui peuvent aider des médecins évaluateurs au domicile au niveau de réseau, là aussi de faire la même évaluation gérontologique au domicile du patient, avec des assistances sociales, des médecins gérontologues financés par les réseaux de santé. On peut même faire intervenir des ergothérapeutes financés par les réseaux de santé qui peuvent prendre en compte toute la domotique de la personne âgée. Continuons un petit peu avec les définitions pour que tout soit bien clair dans l'esprit des personnes qui regardent cette émission. Le court séjour, ce qu'on appelait le moyen séjour, le long séjour, qu'on appelle aujourd'hui maintenant les soins de suite et de réadaptation et les unités de soins de longue durée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle spécificité ? Qu'est-ce qu'on soigne en quelque sorte dans chacune de ces unités, dans chacun de ces établissements ? Peut-être Alain Mukieli, vous continuez là-dessus ? Oui, là nous sommes dans le sanitaire, c'est-à-dire en France, comme je le disais précédemment, le sanitaire et le social et le médico-social sont coupés tout simplement pour des raisons de financement. Le court séjour, c'est tout simplement l'hôpital tel que nous le connaissons, ce sont les unités d'hospitalisation classiques que tout le monde connaît. Les moyens séjours qui sont devenus maintenant les soins de suite et de réadaptation sont des services qu'on appelait avant des lieux de convalescence, c'est-à-dire la personne est stabilisée pour sa pathologie, pour sa maladie. La personne est stabilisée, mais elle ne peut pas retourner à domicile parce qu'elle présente un état de déficient, de fatigue, disons, qui ne lui permet pas de rentrer, incompatible le retour à domicile. Donc, ce sont des courts séjours. Réadaptation, ça suppose qu'on se réadapte pendant à sa vie 1 à 2 normale. mois maximum. Voilà. Ensuite, le long séjour, c'est un petit... Alors là, la définition du long séjour qui est devenue les unités de soins de longue durée, l'USLD, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que quelque part, c'est du secteur sanitaire, mais en même temps, ce sont des parties des établissements sanitaires qui prennent en charge complètement et pour longtemps des personnes âgées. Donc nous sommes sur un secteur sanitaire, aussi. Mais dans un secteur plutôt social, mais sur une problématique sanitaire. Et c'est vrai qu'actuellement, ces unités, ces établissements sont en cours de discussion pour les rattacher financièrement avec des problématiques spécifiques. Parce que là, finalement, toutes ces unités de soins spécifiques, on parle de l'hôpital. Complètement. On ne parle pas des maisons de retraite ou des maisons spécialisées pour les personnes âgées, Bernard Laborel. Cela ouvre 2 questions. La première, la séparation artificielle entre le sanitaire et le social, sur lequel on n'a peut-être pas le temps de s'allonger, mais qui taraude la profession, enfin les professionnels depuis longtemps, cette séparation arbitraire finalement, puisque comment aujourd'hui donner des soins sans prendre acte effectivement que le patient. Voilà. Ensuite, quant à la définition, effectivement, dans les unités de soins de longue durée, on retrouve des personnes qui ont besoin de soins constants et continus, et y compris pour les actes de la vie quotidienne. Et quelque part, si vous voulez, on mesure cette lourdeur, cette charge finalement, dans les unités de soins de longue durée, à travers des grilles, on ne va pas détailler, mais on retrouve pratiquement les mêmes niveaux dans certains établissements dits maisons de retraite. Donc la séparation est un peu artificielle. Il y a dans des unités de soins de longue durée des gens avec des typologies médicales qu'on peut retrouver aussi dans les maisons de retraite. Donc pour répondre à votre question, c'est vrai que les séparations sont un peu artificielles et quand il n'y a pas d'unité de soins de longue durée, on peut aller dans une maison de retraite et dont certaines reçoivent des GIR, qui est un peu la grille, le décodage. Les GIR, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les GIR ? Un groupe iso-ressources, c'est-à-dire qu'en fait, la dépendance des personnes... Une façon de mesurer la dépendance. C'est une façon de mesurer la dépendance. Pour faire court, on peut dire comme ça. Eh bien, le GIR, en fait, de certains patients résidant dans les maisons de retraite, peut équivaloir le GIR des personnes. Donc, aussi. Pour parler avec des mots de tous les jours, le coefficient de dépendance, en quelque sorte, si vous voulez. Personnes en ex-long séjour, maintenant unité de soins de longue durée, et en maison de retraite, ex-maison de retraite, maintenant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, peut être le même. Donc quelque part, il y a une équivalence. En tous les cas, beaucoup de maisons de retraite ont assumé de lourdes dépendances. Il y a maintenant un point de vue qui est intéressant par rapport aux familles. Bien sûr, il faut prendre les personnes âgées en charge globalement, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte les familles. Mais comment est-ce que les familles vivent cette décision du placement d'un parent âgé, par exemple, et quel est le rôle joué par l'institution et par les soignants pour rassurer l'entourage, pour permettre ce passage particulier dans les meilleures conditions possibles. Peut-être, Valérie Serraz, vous avez une expérience à partager avec nous sur ce point de vue. Alors, je crois que
peut-être qu'on a discuté dans d'autres émissions sur la décision à un moment donné, hein, pourquoi et dans quel contexte on décide de placer, enfin, c'est pas beau comme mot d'ailleurs, mais bon. Non, le mot placer est un mot terrible. Oui, de mettre son parent en institution. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il faut bien se dire qu'en institution, on a des sujets âgés qui ont des problèmes. Oui, soit ce sont des sujets malades, hein, on n'a pas la personne âgée, je pense que vous êtes d'accord avec moi, personne âgée de 85 ans qui n'a aucune difficulté médicale, ni sociale, ni cognitive, n'a pas de raison d'être en institution et on ne les voit plus en institution. D'ailleurs, c'est pour ça que le travail en institution s'alourdit peut-être. Hein. On a des sujets dépendants hein, qui ont perdu leur autonomie de façon assez conséquente. On a des sujets qui ont des difficultés cognitives, les déments, et puis on a des sujets très malades, avec plusieurs pathologies, avec des grosses difficultés médicales. Donc voilà, ces trois profils. Avant, on avait beaucoup de personnes en difficulté sociale, peut-être de moins en moins parce qu'il y a d'autres moyens que la maison de retraite pour un sujet qui était SDF et qui arrive à 60 ans en gros. Hein. Donc on a ces trois types de personnes. Je crois que le jour où ils rentrent en institution, aujourd'hui, le profil de l'institution a changé. On ne fait plus ce qu'on veut en institution. Et la famille est un acteur... Qu'est-ce que vous voulez dire, on fait plus ce qu'on veut? Vous voulez dire les soignants, les médecins font plus ce qu'on veut, ce qu'ils veulent? Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment quand même. Moi, je ne l'ai peut-être pas vécu, mais on avait une connotation très négative de la maison de retraite. Hein. La maison de retraite, c'était soit un asile, un mouroir. Voilà, tout à fait. Hein, aujourd'hui, c'est plus ça, c'est un lieu de vie, la maison de retraite. Un lieu de vie pour personnes en difficulté. Et dans ce lieu de vie, la famille, l'entourage du malade, c'est un acteur à part entière. Donc on le prend en considération comme on prend en considération le résident, puisqu'on appelle ça un résident, hein, qui rentre en maison de retraite, de la même façon. On les évalue de la même façon. Et ils participent à la vie sociale avec les soignants, avec les médecins, avec la direction, avec le personnel administratif, comme si ils sont là, quoi. Hein. Et le personnel est formé aussi pour prendre en charge, je dirais, ces familles avec les résidents. Professeur Poncet, vous pensez que la famille n'est pas forcément le lieu idéal, que l'institution, la maison de retraite, l'établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes peut être aussi une solution très bonne, finalement, et épanouissante, si on peut dire, pour le patient? Oui, absolument. On en a parlé dans une émission précédente. Je crois qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire l'institution c'est mauvais, le domicile c'est bon ou l'inverse. Et ça c'est vraiment du cas par cas, mais je crois qu'il faut bien savoir prendre la décision de l'institutionnalisation, même si sa profonde volonté est de vouloir garder son membre de la famille à domicile jusqu'à la fin. Il faut faire passer vraiment là l'intérêt du patient avant notre propre exigence éthique qui est souvent... Il s'est occupé de moi, je m'occuperai de lui jusqu'au bout, parce que de temps en temps, on est vraiment très agréablement surpris de voir ce patient en institution vivre mieux. La qualité de vie, donc, du patient âgé. Indiscutablement. Alors, les établissements sont très différents. Il y a toutes sortes d'établissements pour l'accueil du patient âgé ou des personnes âgées, si tant est qu'ils ne souffrent pas de pathologie particulière. Est-ce qu'on peut faire un petit tableau bref de ces différents types d'établissements, Bernard Laborel, peut-être? Oui, alors bref, en rappelant effectivement qu'il y a moins de 10% de personnes âgées qui sont en établissement. Donc un pourcentage relativement modeste. Oui, relativement modeste. Alors, l'idée, c'est de créer des structures qui soient adaptées finalement aux situations. Alors, on a bien dit dans une autre émission que chaque personne, finalement, présente un tableau qui est unique chaque fois. Vous voulez dire un bilan clinique? Alors, un tableau général, ce n'est pas simplement clinique d'un point de vue médical, c'est-à-dire que son contexte de vie aussi, et puis son désir, parce que ce qu'il faut valoriser là-dessus, c'est aussi la parole de la personne. Bien sûr. Or, à cet égard, on a cité volontiers à l'instant le fait qu'il y a un intérêt à rentrer dans un établissement, et moi j'y ai passé une partie de ma vie professionnelle, je ne dirais pas le contraire, je pourrais même défendre ce point de vue, mais par ailleurs, il ne faut pas nier aussi qu'on a des placements d'office. Avec la complicité, pardon d'employer ce terme un peu provocateur, de certains soignants. Quand la personne âgée demande à rester à domicile et qu'on lui dit « non, c'est beaucoup mieux pour vous », on se substitue,
Là, on est en plein dans les questions d'autonomie, on se substitue à sa propre volonté et on trouvera certains moyens. Et là, les conséquences sont assez délétères quelquefois. Et d'ailleurs, on a des courbes de mortalité en établissement qui montrent bien que quand les personnes ne sont pas désireuses de rentrer, elles s'adaptent beaucoup moins. Donc on a les deux cas. Et je crois que, pour répondre à votre question, la pluralité des établissements doit être pensée à la fois pour correspondre aux désirs et aux capacités de chacun. On a ainsi des logements foyers dans lesquels les personnes sont relativement autonomes. Ils ont une kitchenette, ils peuvent rester un peu vivre autonomes. Mais dans studio, en quelque sorte, avec un environnement sécurisé et des services. On a des établissements de type maison de retraite classique qui s'appellent EHPAD dès lors qu'elles ont signé une convention tarifaire, mais ce n'est pas encore le cas de tous les établissements. Et puis, on a des unités très spécialisées. On évoquait une précédente fois l'accueil des personnes Alzheimer. Il y a des établissements très spécifiques, très spécialisés. L'idée, c'est quoi ? Transversale un peu à tous ces établissements, c'est de créer les conditions pour qu'en fonction de la situation de la personne, sa qualité de vie, ses conditions de son accueil et de sa prise en charge soient optimales. Ok, alors est-ce que cette prise en charge coûte cher et est-ce qu'elle est à la portée de tous, quel que soit, j'allais dire, le type de prise en charge ? Qui est-ce qui peut répondre à ça ? Peut-être vous encore, Bernard Laborel, vous pouvez dire un mot là-dessus ? Il y a depuis 1997 la loi PSD, puis plus tard 1999, je crois, l'allocation personnalisée d'autonomie qui est destinée à aider les personnes à pouvoir contribuer à leur séjour. Si vous voulez, grosso modo, il y a dans un établissement, quand vous rentrez dans une maison de retraite, vous avez des coûts d'hébergement, vous avez des coûts d'aide à la dépendance et des coûts sanitaires. Les coûts sanitaires sont pris en charge par l'assurance maladie. La dépendance, eh bien, l'APA sert à payer ce type de coûts. Et ensuite, il y a l'hébergement. Alors, il faut savoir que l'hébergement, vous le sortez de votre poche, sauf si l'établissement est habilité au titre de l'aide sociale, auquel cas, vous pouvez réclamer d'être pris en charge par l'aide sociale, par le département. Donc, pour certaines, si vous voulez, il y a très peu à débourser. Pour d'autres, c'est un peu plus. Voilà. Oui, c'est ce que vous nous disiez. Oui, Alain Micheli. En fourchette très très large, trois niveaux de tarification. Sur l'établissement public, donc qui relève du public, les tarifications sont environ, mais c'est vraiment une fourchette 40 à 45 euros en moyenne de prix de journée. En privé non lucratif, nous sommes à 60 euros. Donc ça, c'est le privé non lucratif, ça par exemple les EHPAD mutualistes. Ce sont des moyennes. Hein. Et sur le privé à but lucratif, les moyennes sont à 90 euros. Donc c'est vrai que le prix de journée varie en fonction aussi des types d'établissements. Alors, est-ce que la mutualité et les mutuelles complémentent l'assurance ou, disons, apportent des aides spécifiques par rapport à ça ? Spécifiques. Certaines mutuelles apportent des aides spécifiques à leurs adhérents spécifiques, mais dans le prix de journée tel qu'il a été prononcé par M. Laborel, non, pas du tout. Les trois tarifications sont nettement déterminées par des conventions avec l'État et les départements et l'État, une convention tripartite. Donc ces prix sont fixés. Et sur les prix, effectivement, État, il y a les allocations de l'assurance maladie sur la part sanitaire. Les mutuelles n'interviennent qu'à titre individuel. Les mutuelles Bien sûr, mais je veux dire sur la part sociale, puisque la part sanitaire, on a compris que c'était pris en charge comme finalement toute autre pathologie, problème médical. Par contre, sur la part sociale, est-ce que les mutuelles interviennent sur cette part ? Certaines mutuelles peuvent intervenir pour leurs propres ressortissants. D'accord. Mais ce n'est pas du systématique. Oui, ce n'est pas du systématique. Ok, alors, Valérie Serras, vous vouliez ajouter un mot là-dessus. Je vous ai vu lever le doigt. Juste dire, pour que les familles qui sont confrontées à ça puissent le savoir quand même, quand vous disiez qu'effectivement, parfois on peut être pris en charge au titre de l'aide sociale, mais que l'aide sociale, quelque part, c'est un peu un prêt uniquement, hein, contrairement à l'APA. Qu'est-ce que vous voulez dire par un prêt ? Il faut rembourser ? C'est-à-dire que, tout à fait. Hein, donc il y a ce qu'on appelle une récupération sur bien. Donc au décès de la personne âgée, l'aide sociale, on va dire, récupère sur des biens immobiliers, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, une personne âgée possède un appartement, mais elle ne peut plus y vivre parce qu'elle n'est plus autonome. On la met dans un établissement spécifique et au titre de l'aide sociale,
on prend en charge l'établissement, mais quand la personne âgée décède, l'aide sociale se rembourse sur la Tout à vente de fait. cet appartement. Voilà, tout à fait. Donc je crois que c'est important quand même, Bien parce sûr. que c'est vrai que Oui, c'est bien une aide, sûr, mais c'est une aide important. qui est quand même un petit peu déguisée, quoi. Oui. Voilà. Je vous en prie, Alain Même sur Mukeli. l'allocation personnalisée à l'autonomie, là aussi, ce que souvent les personnes ne savent pas, c'est qu'il y a un ticket modérateur. C'est-à-dire vous avez une allocation qui est attribuée, mais en fait, dans l'allocation globale, il y a une part qui est donnée par le Conseil général, mais la personne doit aussi apporter une part. Ticket modérateur, c'est-à-dire la part, le reste à charge de la personne. Donc c'est important à savoir. C'est ce que vient de dire ma consoeur et les problématiques de la PAS sont importantes. Il y a souvent des restes à charge et souvent des prêts, sont des prêts qui sont repris sur bien. Michel Poncet, vous voulez Oui, rajouter un mot? juste une chose, malgré ces différentes structures qui rendent des services fabuleux, moi je trouve qu'il manque une structure pour les personnes âgées, en tout cas les personnes âgées démentes. C'est l'unité, ce qu'on pourrait appeler l'unité de soins aigus démence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 85 ans, ou vous avez 80 ans, et vous êtes malade depuis un certain temps, mais tout le monde l'accepte bien dans votre quartier. Vous êtes décompensé parce que vous avez une petite infection pulmonaire ou autre chose, et vous vous mettez à vous agiter, à vous déshabiller, à sortir dans la rue. D'accord? C'est des cas extrêmement fréquents. On vous amène aux urgences d'un hôpital. Et là, on ne sait pas où vous mettre. Vous gênez terriblement les déments qui sont très gênants pour l'entourage. Où les place-t-on aujourd'hui? Ben, on ne sait pas. Et c'est pour ça que l'unité de soins aigus démence serait Moi, je milite pour la création, au sein en tout cas de la PHM, l'unité de soins aigus démence, parce qu'il ne se passe pas de jour, et qu'à voir les urgentistes pour nous dire mais où je le mets? Alors, on nous les envoie dans des services, on nous les envoie, ce qui est vulgaire, ce que je dis. Mais le patient arrive dans des services qui ne sont pas du tout équipés, Ni adapté. pas du tout adaptés pour la prise en charge de ces troubles du comportement aigu. Et on n'est pas à la hauteur. Donc je pense qu'il faudra réfléchir très sérieusement à ce type d'unité. Ok, merci pour votre remarque. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de lits, justement, pour accueillir ces patients, soit en soins de suite et de réadaptation, soit au contraire en soins de longue durée? Qui est-ce qui peut dire ça? Par exemple, vous avez un regard un peu plus global, peut-être, Alain Mukeli, au titre de la mutualité française, vous voyez certaines choses Les indices démographiques en France nous montrent quand même un net vieillissement de la population. Ça, c'est de dire ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Et la question que je me pose, alors je ne peux pas la poser pour l'ensemble de la France, mais quelque part, il semble, malgré une faible occupation actuelle des lits dans les EHPAD, a priori, on partirait plutôt sur un manque de lits dans certains départements en France, si le maintien à domicile n'est pas possible. Alors, est-ce que les réseaux de santé se développeront en gérontologie, se développeront assez vite et assez rapidement pour compenser? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'actuellement, sur les 20 ans à venir, ma position, le regard actuel est pas forcément très optimiste en termes de lits, surtout ce qu'on appelle long séjour, mais en EHPAD, Maison de retraite, n'est pas optimiste. ex-maison de retraite. Ex-maison n'est pas optimiste. Voilà. À des prix abordables. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne bien sûr. faudrait pas arriver à des prix de journée où la personne paye en fin de mois, arrive en fin de mois à payer des tarifs qui sont supérieurs à ce qu'elles avaient lorsqu'elles étaient en activité. C'est ça la problématique actuelle. Et là, on repart encore sur les réflexions de marchandisation au niveau de la personne âgée. Alors, est-ce que le personnel de ces établissements, justement, qui accueillent des sujets des personnes âgées, est-ce qu'il reçoit une formation particulière qui est en rapport, évidemment, avec la nature des patients qu'il prend en charge? Bernard Laborel, peut-être? Bien sûr, de manière générale, les budgets formation, si vous voulez, sont toujours considérés par les directeurs d'établissement comme insuffisants, mais par contre, représentent quand même une somme conséquente. En tous les cas, la nécessité de former nos personnels est essentielle. Sachant que la formation n'apporte pas tout, mais sert finalement de terreau sur lequel finalement ses propres expériences peuvent trouver sens finalement. Et ceci dit, il y a encore, par exemple, par rapport aux problématiques de la démence qu'on a évoquées en d'autres moments, là par contre des insuffisances. C'est-à-dire que ce phénomène est relativement nouveau. Il date les 10 dernières années, par exemple, l'a posé avec une acuité toute particulière. Et il faut aussi, de même que tout ce qui a trait aux soins palliatifs,
C'est relativement nouveau dans l'histoire du temps. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ces choses-là. Les anglo-saxons étaient très en avance sur nous. Donc, il faut prévoir des formations. Et d'ailleurs, il y a de la demande de la part de nos personnels. Mais il y a une activité continue en termes de formation. Okay. Ça, c'est clair. Michel Poncet, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Laborel. Et c'est vrai que ces personnels, ces aidants professionnels, qu'ils soient à domicile ou dans des EHPAD, sont souvent assez correctement formés au niveau de la prise en charge de l'aide du sujet âgé, mais très peu de l'aide du sujet âgé dépendant pour des raisons psychiques, comme on dit, du dément. Parce que le dément, le problème est fort différent entre un patient âgé dément et un patient âgé non dément. Un patient dément, c'est un patient qui n'est pas conscient de ses troubles, qui n'est pas conscient de la conséquence de ses troubles, et qui fait peur. Et le personnel se doit d'être formé à la démence. Et actuellement, on est en train d'essayer de mettre sur pied des formations démence pour l'ensemble des aidants. C'est ce qu'on a commencé à faire à Lima, mais je pense que ça devrait se développer au niveau de la France. Cette formation, donc, démence des aidants professionnels à domicile et dans les Donc EHPAD. pour la prise en charge de ces patients très spécifiques. Connaître un dément, savoir ce que c'est qu'un dément, savoir se comporter sur un dément, à domicile, c'est fondamental, parce que c'est bien gentil d'avoir une aide ménagère, mais la famille se doit de rester là, Oui, bien sûr. alors que bien la sûr. famille a besoin de temps en temps d'aller passer 2 ou 3 heures en ville, et ça, si on a un aidant bien formé à la démence, on devrait pouvoir y arriver. Oui, je vous en prie, Pierre Oui, Lecause. Juste un mot sur cette formation, parce que souvent les observateurs ont remarqué qu'on aborde beaucoup la vieillesse à travers des courbes, des statistiques, des fromages, des démographies, des enregistrements économiques de débit crédit. Et il nous manque quand même, d'une manière générale, une formation à la psychologie de la personne âgée. Qu'est-ce qui se joue derrière un enfermement? On n'a pas exploré ce continent gris. Et alors, il nous faut un savoir, à côté du savoir rationnel et méthodique de la prise en charge et des compétences. Je crois qu'il nous faut un savoir intuitif, un savoir empathique qui reste à explorer. Comment une personne âgée essaye de communiquer avec nous quand elle n'a plus la capacité verbale de le faire, comment elle essaye de percer la muraille qui l'empêche d'être... qui l'isole. Et donc, il nous faudrait des ethnologues de la vieillesse. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le savoir, il est dans les livres, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un savoir l'ivresse, il faut arriver à aider l'autre à obtenir un savoir-être avec le patient âgé, et en particulier le patient âgé dément. Et ça, c'est un gros problème pour la formation, parce que ce n'est pas dans les livres qu'on va trouver ça, et ça implique beaucoup les formateurs qui... Valérie Serraz, oui, vous vouliez ajouter un mot? Effectivement, c'est ce qui manque quand même dans les formations. Hein, c'est-à-dire que nos soignants, ce sont des très bons techniciens, ça c'est évident. Ils ont des bases théoriques non négligeables, voire même des fois ils savent des choses, on leur enseigne des choses qui ne leur servent pas beaucoup dans leur pratique quotidienne, mais le truc de penser l'être vieillissant, l'être qui va mourir, l'être qui n'a plus ses capacités intellectuelles, etc., c'est vrai que ça, ils ne savent pas le faire, et finalement on se doit sur le terrain de régulièrement faire des réunions, voire même faire venir des gens de l'extérieur, mais un peu des penseurs aussi, hein, des psychologues, etc. Je crois que ça manque dans les formations. Et alors, il existe malgré tout une charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante. Est-ce qu'elle est connue des patients et des familles? Est-ce qu'elle est toujours à l'esprit des soignants au moment où ils accomplissent leur travail? Bernard Laborel, peut-être? Alors, elle devrait l'être. En général, ces chartes sont affichées au regard de chacun. Quand je dis de chacun, c'est des personnes âgées, des familles, des personnels. Le problème, ce n'est pas tellement que les choses soient affichées, c'est que les choses soient digérées, intériorisées. Et là, c'est un travail... Ce qui est affiché derrière la porte, c'est comme dans les chambres d'hôtel. Alors, ce n'est pas derrière la porte. Etc., ça fait partie, si vous voulez, c'est joint. Personne ne regarde. Ça doit être joint normalement au contrat lors de l'admission. Mais le problème, il n'est pas dans cette formalisation. Il est dans l'intégration. Et cela se fait à travers une réflexion sur le projet d'établissement,
réflexion qui doit inclure justement les thématiques qui nous ont un peu rassemblés aujourd'hui, c'est-à-dire les thématiques éthiques. Nous sommes dans la réflexion sur le bien agir. Que faut-il faire? Avec qui le faire? Pour qui? Pourquoi? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont en débat, ce débat doit encore s'amplifier. Et des outils comme cette charte que je tiens dans mes mains, si vous voulez, sont des outils de réflexion, des prétextes à réflexion finalement, mais comme le disait le professeur Poncet très opportunément, c'est dans l'action, c'est dans le vivre ensemble et c'est dans l'agir qu'on voit véritablement si les choses sont intégrées. Je suis très optimiste, je pense que les choses sont de plus en plus acquises, mais l'éthique, par définition, c'est un travail continu. Merci donc à tous d'être venus discuter du sujet âgé, des établissements de soins, de la qualité de vie du sujet âgé dans Question d'éthique. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dans Question d'éthique toujours, avec une autre thématique. À la semaine prochaine. Au revoir.